Petit cadeau, alors on y va. Oui, oui, On y va. oui. J'ai déjà... L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et ça y est, aujourd'hui, c'est promis, elle est là pour de vrai. Isabelle Charles est parmi nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Donc toi, t'as commencé à chanter quand t'avais à peu près 16 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans le chant? Ah, j'ai commencé avant 16 ans. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. À 4 ans? Oui, j'ai commencé, mais sur la table de cuisine de ma mamie. Évidemment, là, je n'étais pas encore professionnelle. Encore qu'il y en a qui commencent professionnels à cet âge-là. Mais non, moi, effectivement, j'ai commencé à chanter toute petite. Et puis, je voulais vraiment faire ça. Donc, j'ai tanné ma mère pour pouvoir prendre des cours de chant. Et donc, j'ai tenté le conservatoire à 16 ans, effectivement. Je dis tenter parce que je n'ai malheureusement pas été prise à ma première audition, au premier concours d'entrée. Et donc, du coup, j'ai été prendre des cours de particuliers avec une chanteuse que j'adulais, qui était souvent à l'Opéra de Nancy, qui s'appelait Danielle Chostawa et qui était une super chanteuse. Et du coup, j'ai eu la chance de travailler pendant 1 an avec elle pour me préparer effectivement à rentrer au Conservatoire national de Nancy, puisque je suis Lorraine. Et à ce moment-là, comment ça se passe? Et bah, j'étais très heureuse de pouvoir faire enfin ce que je voulais. Et puis en même temps, c'était un gros défi parce que je savais pas du tout à 16 ans si j'allais pouvoir réaliser mon rêve. Donc, j'étais dans l'inconnu, je travaillais et j'attendais de voir ce que mes professeurs allaient dire de moi, si ils pensaient que j'avais le potentiel pour faire ce métier. Parce que quand on a cet âge-là, on rêve, mais on ne sait pas si on va pouvoir accéder à l'inaccessible étoile. Et donc, effectivement, au bout d'un an, ma prof m'a fait une réflexion qui m'a fait grandement plaisir et qui m'a dit t'es une battante, toi. Hein. J'ai compris que c'était un bon signe, que c'était un des éléments clés, en tout cas, d'un début de réussite. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis j'ai été très vite au Conservatoire de Nancy, ça a été très vite. J'ai eu mes médailles d'or très rapidement en 3 ans avec félicitations du jury. Ça a été très vite parce que merci l'univers, merci la source. J'étais douée. Voilà, j'avais cette chance d'être douée, donc ça c'est plus facile. Et après, t'es montée sur Paris, du coup. Absolument, quand j'ai eu mes médailles d'or, ouais, j'ai réussi à. Alors là, c'était encore un autre périple parce que il fallait réussir à se faire recevoir au Conservatoire national supérieur de musique de Paris cette fois. D'accord, donc tu quittes le conservatoire de De Nancy Nancy pour aller au conservatoire de Paris. Au Conservatoire de Paris, puisque c'est le cran au-dessus en termes de notoriété. C'est le plus grand conservatoire. On peut pas aller au-delà. C'est ce qu'il y a de mieux en France. Et donc effectivement, je rêvais de pouvoir y accéder, mais donc tous mes professeurs me le conseillaient, me disaient que je pouvais le faire, puisque à ce moment-là, je savais que j'allais envisager de faire cette carrière, de ce métier, de pouvoir en vivre, puisque c'est quand même le but de l'opération. Bien sûr. Et donc j'ai réussi effectivement à rentrer au CNSM de Paris, mais alors pas exactement dans la classe que je voulais. Je suis rentrée en classe d'opéra. Donc d'art lyrique, c'est-à-dire en art lyrique, on fait de la scène, c'est-à-dire ce sont des comédiens chanteurs. D'ailleurs, j'avais droit à des cours avec un des professeurs du Conservatoire d'art dramatique, supérieur d'art dramatique de Paris, qui s'appelle Georges Verler, et j'aimais beaucoup prendre des cours de théâtre avec lui. Et puis parallèlement, j'ai pris des cours avec une chanteuse réputée internationalement. Au conservatoire de Saint-Maur, qui s'appelait Maddy Mesplé, et qui m'a appris plein de choses par rapport à ma voix très légère, où je faisais des contre-notes et
des péripéties, péripéties vocales. Oui, parce que ça, on peut en parler. Tu as une tessiture vocale qui est absolument énorme. Oui, j'ai eu la chance de monter très haut. Alors, moins haut que certaines de mes collègues que jalousais, mais j'ai beaucoup travaillé pour arriver à obtenir ce que elles avaient facilement. Mais j'ai réussi. Et oui, ça, on va le voir en vidéo. Tout de suite, un petit extrait d'un opéra que tu chantes où on voit un petit peu ta tessiture de voix haute. Voilà, ça laisse rêveur quand même, hein. Ça laisse rêveur. C'était le bon temps. C'était le bon temps. C'était le bon temps Mais parce du coup- qu'avec l'âge, on perd un peu tout ça, hein, malheureusement. Hein. C'est dur. C'est un sport de haut niveau, le chant. En fait, plein de gens ne le savent pas. Ils croient qu'on chante comme ça, mais pas du tout. Il y a un énorme travail physique. Et quand on dit c'est un sport de haut niveau, c'est vrai. Il y a un entretien régulier, intensif, physique, qui fait que si on n'a pas cette forme physique, musculaire, c'est impossible de produire. En fait. Il faut vraiment travailler comme un sportif de haut niveau. Du coup, t'as fait combien d'années d'études Entre Nancy et Paris, j'ai fait 3 ans à Nancy et puis 5 ans au CNSM. J'ai 8 ans. 8 ans d'études. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que souvent, je dis, bah oui, moi j'ai bac plus 5, plus 8 même. Suite 8 ans d'études. Ouais. C'est incroyable. Et une fois que tu sors de tes cours, de ces cours, est-ce que le conservatoire t'envoie dans des castings ou est-ce que Eh non, hein, non, ils font pas ça, hein. Il faut se débrouiller tout seul. Et comment ça se passe d'ailleurs? T'as un agent, On cherche un agent. On cherche un agent, effectivement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un agent parce que j'ai une personnalité particulière. Vivant en liberté? C'est ça. C'est ton surnom? Moi, si j'ai inventé ça, c'est pas pour rien. Je suis très libre, oui. Et donc ça peut poser un problème à certaines personnes. Et je ne le savais pas à l'époque parce que je n'avais pas encore fait de thérapie. Mais effectivement, mon côté est libre et je ne supporte pas d'être dirigée. Je déteste avoir un pouvoir au-dessus de moi. Donc ça devait se ressentir au niveau des agents que je côtoyais afin de me faire engager par eux parce que je chantais très très bien. Enfin, c'est pas de la fausse modestie, c'est que vraiment j'avais un super niveau et c'était pas ça le problème. Et c'était ma personnalité qui était trop présente, trop volontaire. On sait qu'on peut pas me faire faire ce que j'ai pas envie de faire, ou en tout cas, enfin, je râlais facilement. Enfin, je faisais la diva. Enfin, j'ai fait la diva pendant une quinzaine d'années et ça n'a pas aidé
ça n'a pas aidé. Ce qui t'a pas empêché de travailler dans beaucoup de pièces d'opéra et d'opérettes. Oui, heureusement, j'ai quand même réussi, mais ça c'était parce que j'avais quand même un relatif niveau technique et je sais que voilà, je performais très très bien. J'ai gagné des concours nationaux, des concours internationaux, et c'est ça qui m'a permis effectivement de me faire engager parce que j'étais une bonne professionnelle, comme on dit plein de gens, j'étais une belle artiste. Et d'ailleurs, tu as aussi commencé à être professeur très jeune, puisqu'à 22 ans, tu commences aussi à donner des cours de chant. Oui, parce que d'abord, et quand on est intermittent du spectacle, comme son nom l'indique, l'intermittence exprime le fait qu'on ne travaille pas tout le temps. Et donc, si on veut pouvoir aller manger, il faut gagner des sous quand on ne travaille pas. Et donc, effectivement, j'ai commencé très tôt à donner des cours de chant pour pouvoir pallier dans les trous parce que on travaille pas tout le temps, voilà. Et il s'avère que j'ai eu la chance que ça fonctionne bien parce que j'ai un père qui est prof et une mère qui est musicienne et donc ça a super bien fonctionné. Toi, tu as fait des opéras pendant 15 ans, mais le grand public te connaît parce que tu as fait la Starac. Et quelle Starac? Celle de Grégory Le Marchal. Comment t'es arrivé sur cette émission? Le hasard. Donc, puisqu'on venait de parler du fait que je donnais des cours de chant, je travaillais dans une école de comédie musicale et ils font des castings sauvages à la Star Academy. Donc, c'est-à-dire qu'ils se font toutes les écoles de chant de Paris et de province. Et un jour, je suis arrivée donc à mon cours et on me dit à l'entrée, il y a quelqu'un qui est là pour faire un casting pour la Star Academy. Je fais ah bon, ok, très bien, j'y vais. Et puis voilà. Puis alors comme effectivement j'avais déjà quand même j'avais 34 ans, donc ça faisait quand même déjà une petite quinzaine d'années que je travaillais. Parce que j'ai commencé à travailler avant de sortir du conservatoire, heureusement. J'ai pas pu mon côté artiste est sorti tout de suite et j'ai fait le show. Oui, ça on se rappelle. T'avais combien d'heures de cours par semaine avec les élèves? J'en avais 6. J'avais 2 fois 3 heures. 2 fois 3 heures? Ouais, plus après plus le prime. Bon, voilà, j'y allais 3 fois. J'allais 2 fois à Damary. D'accord. 2 fois 3 heures. Et puis il y avait les évals aussi le lundi matin. Donc en fait non, c'est ça, j'y allais plus que ça. En fait, j'y allais le lundi. J'allais le lundi matin pour les évaluations. Le lundi après-midi, on faisait 3 heures de cours. Et puis, je vais retourner le jeudi après-midi en cours aussi, 3 heures. Et puis après, il y avait le prime. Donc, je passais toute ma semaine avec la Star Academy. Je faisais quasiment plus rien. C'était beaucoup de travail. C'est une expérience qui t'a plu? Ah c'était fascinant. Moi, en plus, depuis toute petite, quand j'allais à l'opéra, puisque ma maman m'emmenait à l'opéra depuis toute petite, j'allais dans la loge de l'architecte le dimanche. Voir des opérettes, j'adorais ça. Et donc en fait, oui, j'adorais. Je voyais bien les coulisses de la place où j'étais, parce que j'étais la loge de l'architecte, elle était tout près de la scène. Et donc je voyais les gens qui se préparaient à entrer en scène, donc dans les pendrillons, et puis qui entraient en scène. Et donc je trouvais ça fascinant le fait qu'il y ait la vie. D'un côté, ça fait un petit peu les deux côtés du miroir, la vie off, la vie sur scène, la vie off, la vie sur scène, ou on peut dire le contraire aussi, c'est la vraie vie, ça pourrait être la vie on, mais non, moi je trouvais que c'était la vraie vie, c'était sur la scène, et donc je rêvais depuis toute petite de voir les coulisses. Donc la Star Academy, pour moi, rentrer dedans, mais ça faisait partie de ce que j'aime faire, c'est-à-dire voir comment ça se passe de l'autre côté, de cette fois du petit écran et non plus du miroir. Et c'était très amusant, j'aime beaucoup. Je suis très aventurière et casse-cou. On pourrait ne pas le penser en me voyant comme ça, mais je suis très aventurière et ça m'a prodigieusement amusée d'ailleurs. Je confirme. Tout ça. Je confirme. Faut te voir quand tu pars en voyage avec tous tes animaux. Oui.
Ou quand tu montes sur une échelle à 4 mètres de hauteur pour réparer, Oui. Ou que simplement, même quand j'ai fait l'attention d'Yvan en liberté, je monte effectivement sur un escabeau de 2 mètres, je me fais des robes de 3,50 m. Et puis je chante dans Paris, je prends des risques avec la police parce que je n'ai pas de permission. Quand j'ai tourné par exemple Thaïs à la pyramide du Louvre, je l'ai fait après la Gay Pride un mois de novembre. Et ben j'avais pas la permission de tourner mon air d'opéra sur mon escabeau avec une robe de Marilyn toute dorée. J'avais pas la permission et donc on a réussi à tourner pendant 1 heure et puis après la police est venue. Et donc j'ai dit oh mon Dieu, j'ai laissé ma permission dans la voiture. mais j'avais tourné pendant 1 heure, j'avais 4 prises et donc on a pu faire un joli montage et il y a même une très jolie surprise à un moment dans cette vidéo. Si jamais ça vous dit d'aller la regarder. Exactement. Le lien de la vidéo complète en description. N'hésitez pas à aller voir. Je vous conseille. Je vous conseille un autre lien, je vais vous mettre parce que tu as fait la Castafiore. Oui, alors ça c'est encore autre chose là oui. Dites-moi, chère madame, n'est-il pas indiscret de vous demander les raisons de votre présence à Moulinsart? Eh bien, ma dernière tournée aux Indes, triomphale d'ailleurs, m'avait épuisée. Je vous mettrai le lien, allez voir, sincèrement c'est très très drôle. Toi, tu avais une anecdote à nous raconter sur Grégory Le Marchal. Oui, Grégory, il avait une voix exceptionnelle. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été engagé à la Star Academy, hein, entre autres. Et je me souviens, donc mes élèves, quand j'avais 3 heures de cours, je ne les prenais jamais ensemble, ou alors juste pour faire des exercices de souffle, des choses comme ça au début. Mais après, au fur et à mesure, je les ai tous pris, même si j'avais pas beaucoup de temps, parce que 3 heures c'est pas énorme, même si c'est 2 fois par semaine. Mais je les prenais un quart d'heure, 20 minutes chacun. Et donc parce que je trouve que c'est le seul moyen de faire travailler les gens correctement. Et donc j'avais Grégory, donc régulièrement, toutes les semaines, en cours. Et donc je sentais bien qu'il n'était pas comme plein de petits jeunes. Il chantait bien naturellement. Il n'avait pas spécialement envie de travailler sa voix, puisque ça marchait comme ça. Pourquoi travailler? Voilà. Donc ils avaient un prof de chant, il fallait quand même bien qu'il fasse les cours de chant. Donc on était tous les deux et il avait chanté, je crois, le SOS d'un terrien en détresse sur un prime. Ah oui. Et il avait eu quelques soucis d'aigu. Enfin, il se sentait pas super bien. Et donc on avait retravaillé la technique, je crois 2-3 jours après, et je tenais absolument. Puis on avait fait un cours aussi avant qui était relativement bien aussi. J'avais réussi à lui faire ressentir des choses qu'il imaginait pas. Et moi, dans mes cours de chant, d'ailleurs, c'est ce que j'aime faire parce que la technique vocale, c'est quand même, c'est magique. En fait, il y a un côté magique. J'ai vraiment l'impression souvent d'être une magicienne et il y a une vraie base de technique, mais c'est un côté magique parce que en fait on peut faire prendre conscience aux gens qu'en fait ils ont bien plus de potentiel que ce qu'ils pensent qu'ils ont, et surtout réussir à leur faire des choses que jamais ils en pensaient qu'ils feraient, et puis surtout avec autant de facilité. Voilà. Et donc Grégory, j'avais ça en tête moi, parce que c'était pas parce qu'il chantait bien que je pouvais rien lui apprendre, et au contraire j'avais plein de choses à lui apprendre. Et en l'occurrence, par exemple, la connexion avec le souffle, pour que ce soit son corps qui travaille et pas ses cordes vocales, comme plein de gens le font malheureusement, et donc se font mal. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas à leurs aigus. Et donc, j'ai réussi à avoir Grégory en cours, et puis on a fait des exercices, et il est monté, au point que il s'est étonné, il en revenait pas, il était fou de joie. Il est venu m'embrasser, il m'a dit mais merci Isabelle, je t'adore, voilà. Alors voilà, donc j'étais très fière de moi parce que j'ai réussi à lui montrer qu'on pouvait, avec déjà le potentiel magnifique qu'il avait, se dépasser et puis surtout réussir à faire des notes qu'il avait jamais fait, et aussi facilement. Et c'est le souffle qui va. Tu l'entends le souffle? Je suis contente, c'était ce que je voulais qu'on refasse. Allez, un petit dernier. C'est très haut. Bravo. Une dièse. On peut appeler
N en voix de poitrine. Une dièse. Voilà, donc j'avais fait mon job, comme j'aime le faire avec tous mes élèves, et qui se rendent compte que, ah bah dis donc, oui, en fait, on peut faire des choses extraordinaires quand on a un bon prof de chant. Je trouve que la plupart des gens qui chantent en variété, en comédie musicale, à partir du moment, et c'était le cas de Grégory et de plein de gens qui ont fait la Starac, c'est dommage, la plupart ne travaillent pas suffisamment leur voix. Et je trouve dommage qu'il n'ait pas cette conscience qu'un travail technique peut vraiment leur apporter énormément et que c'est vraiment important quand on veut faire quand on fait ce métier, quand on veut le faire, de trouver un bon prof de chant et parce que franchement ça a ce côté magique. On peut vraiment se dépasser et découvrir des nouvelles choses quand on travaille sa voix, voilà, avec quelqu'un qui sait le faire, évidemment. Et oui. Voilà. Donc, isabellecharles.com, en fait. Le lien en description, vous inquiétez pas, je vous mets tout. Est-ce que le fait d'avoir fait la Star Academy, ça t'a apporté des contrats derrière, ça t'a apporté un peu de boulot, Pas du tout. De la visite, non, Non, du tout, que dalle. Mais c'était l'époque, il y avait moins Internet que maintenant, c'était en 2004. Donc ça fait 21 ans quand même. Donc il y avait beaucoup, oui, c'était le début. Donc même moi j'ai eu du mal à faire mon site internet. C'était un peu long, puis c'était hasardeux. C'était pas du tout comme maintenant où tout roule, quoi. C'est hyper facile. Donc du coup, oui, ça n'a pas eu d'incidence. Non. Toi, tu es fan de Marilyn Monroe. Oui. Et t'as fait un spectacle sur Marilyn Monroe. Absolument. Oui. Ouais. Enfin, je suis fan. J'aime pas dire je suis fan parce qu'en fait, je suis fan de personne. Je suis fan de moi. C'est très important d'être fan de soi-même, je le conseille à tout le monde. Oui, c'est très important d'être fan de soi parce que pour bien réussir dans ce métier, il faut aimer ce qu'on fait et s'aimer soi-même. Et ça n'a rien de péjoratif. Ça paraît, c'est très important parce que pour donner une bonne image de soi, il faut s'apprécier. Et donc, c'est pour ça que je dis que je suis jamais fan de quelqu'un parce que j'aime pas ce côté. Je cours après quelqu'un, ça n'a pas de sens. Il faut la chose la plus importante, c'est d'être bien avec soi-même et pour bien réussir sa vie, il faut aimer ce qu'on fait soi-même. Mais comme j'aime ce que fait Marilyn Monroe et puis je trouvais on a quelque chose en commun. J'aime ses chansons et puis que j'avais aussi envie, c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle qui s'appelait Poupoupidou. J'avais envie de faire autre chose que de l'opéra et de me rapprocher un peu des gens qui n'écoutent pas d'opéra en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que les chansons de Marilyn, je trouve, se prêtaient bien parce que c'est du jazz et que ça n'est pas encore non plus de la variété, mais au moins je me décalais de l'opéra et ça m'a permis de rentrer dans un autre monde. Et puis les robes de Marilyn Monroe sont extraordinaires. J'en ai fait faire 8, exactement les mêmes que dans les films. J'ai été trouver le bijoutier du Lido qui m'a fait les mêmes bijoux que dans Gentlemen Prefer Blondes. Et voilà, donc je me suis fait plaisir avec ces sublimes robes. Et puis j'ai une de mes amies qui était au Lido, qui m'a fait mes chorégraphies, Aurore. Et puis voilà, on a monté un spectacle. C'est Aurore qui t'a fait tes chorégraphies. C'est Aurore du Lido. Aurore Tomé que je devrais bientôt interviewer, donc vous allez mettre un visage sur un nom. Mais Aurore, c'est une très bonne amie à moi qui a été danseuse au Lido et donc voilà. Donc, voilà, c'était une amie à moi aussi. Vous saurez bientôt de quoi on parle. Ouais. Merci beaucoup Isabelle. Oui. La semaine prochaine, je sais pas encore qui je reçois, mais ça sera la surprise. En attendant, prenez soin de vous, la petite cloche pour rien louper, et à la semaine prochaine. Et moi, je serai ravie de vous recevoir en cours de chant. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie.